revient évidemment sur les suites de ce refus d'obtempérer d'un automobiliste samedi dernier à Paris. Un acte qui s'est soldé par le décès d'une personne, la passagère du véhicule. Puisque les policiers ont tiré sur la voiture, ils se sentaient, disent-ils, contraints par le danger. Après une garde à vue des 3 policiers durant 72 heures, ils ressortent libres. Ils n'ont pas été déférés devant un juge. Je vous propose d'écouter la réaction de leur avocat, maître Laurent Franck-Liénard. Et ça a été une garde à vue très éprouvante pour mes clients parce qu'ils ont passé presque 48 heures en garde à vue. Ils ont dormi 2 nuits en cellule. Ils ont donné l'ensemble des éléments d'information dont ils disposaient. Ils ont expliqué leurs gestes. Ils ont expliqué la légitimité de leur tir. Et aujourd'hui, ils sortent libres. Ils vont pouvoir embrasser ceux qui leur sont chers. Et ça, c'est vraiment très important pour eux. Moi, je suis très satisfait qu'ils sortent comme ça. On avait peur d'une mise en examen avec un contrôle judiciaire strict. On avait peur que le déchaînement médiatique conduise la justice à vouloir aller au-delà de ce qui était nécessaire. Et moi, je suis content qu'ils sortent libres ce soir. On va rejoindre Denis Jacob, donc secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Denis Jacob, comment vous recevez cette décision qui a été prise aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis particulièrement satisfait et la décision de la justice contredit notamment les propos insultants et provoquants de monsieur Mélenchon. Moi j'ai dénoncé dès ses premiers propos son comportement inadmissible pour un représentant politique et public. Alors on va en reparler dans un deuxième temps, oui. Denis Jacob, mais peut-être sur cette décision plus particulièrement. C'est un message très fort qui démontre que, nos collègues, a priori, là, l'enquête n'est pas terminée, mais en tous les cas, le fait qu'ils soient laissés libres aujourd'hui démontre que ce qu'ils ont rapporté, c'est la vérité. Les vidéos en témoignent. Ils ont fait usage de leur arme dans un cadre très strict que prévoit la loi au niveau de la légitime défense. Nous avons eu une autre affaire aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais à Argenteuil, où on s'est trouvé exactement dans le même cas de figure, et là on a une collègue qui a failli être tuée et elle ne doit sa survie qu'en sautant sur le capot de l'individu, et il a été blessé. Là aussi un policier a fait usage de son arme à feu. On n'est pas des cow-boys, il y a un cadre légal qui justifie pour mes collègues d'utiliser leur arme de service quand il y a un danger immédiat et grave pour leur sécurité ou pour celle d'autrui. Donc la justice a entériné ce dispositif aujourd'hui en remettant en liberté mes collègues. La justice, vous avez le sentiment, vous me dites qu'elle a fait son travail aujourd'hui, alors que parfois les syndicats de police ont pu l'accuser d'être partisane. Je pense notamment à l'affaire du Pont-Neuf. Ça veut dire que là aujourd'hui, selon vous, la justice sait faire la part des choses ? Oui, je pense que la justice sait faire la part des choses. Vous savez, mon organisation syndicale a toujours eu pour habitude d'attendre l'avancée utile et nécessaire d'une enquête avant de prendre une position très déterminée sur les affaires. L'usage de l'arme de service des policiers, c'est toujours des affaires très délicate. Il n'y a que les policiers qui étaient sur place et les mises en cause qui peuvent dire exactement ce qui s'est passé. Et moi, je me suis toujours gardé de m'emballer, de prendre une position ferme sur une affaire dont je ne détiens pas tous les éléments. Donc aujourd'hui, on est déjà bien avancé dans l'enquête. La justice a pris une décision, je ne peux que la saluer. Je rappelle quand même que cette enquête n'est pas terminée et que on ne sait pas encore quelle en sera la finalité, mais en tous les cas, oui, je pense que la justice devrait systématiquement avoir l'attitude qu'elle a eue aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas prendre en compte la surenchère et la pression médiatico-politique dans ce type d'affaires, parce que systématiquement, jusqu'à présent, ça desservait les intérêts de mes collègues. Alors, on a toutefois 2 versions qui s'opposent dans cette histoire, celle des policiers, bien évidemment, et puis celle des passagers. Écoutez justement l'un d'entre eux, interrogé par nos confrères d'RTL. En fait, on était à un feu. Un policier il est venu en vélo, il a tapé dans la vitre du conducteur, commence à lui demander sur le côté, on va vous contrôler. Mon ami, il a bougé la tête comme s'il disait oui, je vais me mettre sur le côté. Il a dit je m'arrête pas, j'ai pas le permis, nanana. Il a continué. Il a percuté aucun policier. On était à l'arrêt, dans les embouteillages. Les policiers en vélo qui sont revenus à côté de nous. Et à ce moment-là, il nous a braqué directement. Oui, sortez, coupez le contact, éteignez le moteur. On disait à l'autre, gare-toi, sors. Il voulait pas regarder le flic. Peut-être, je crois que c'est à ce moment-là. Le flic, il a dû voir qu'il ne veut pas le calculer, qu'il ne veut pas descendre de la voiture. Il a tiré directement. On m'a dit coup de feu. Après, nous, on est sortis de la voiture. On a vu que la fille devant, elle était pleine de sang, qu'elle était inconsciente. Et les policiers, ils sont venus, ils nous ont mis directement les menottes.
Ils ont commencé à faire un massage cardiaque à la fille. Je suis en colère, c'est abusé. On connaît des histoires, pour des vraies choses, la personne elle aurait essayé de foncer dedans, elle aurait mis les gens en danger ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y avait pas de tout ça. Même dans les films, on ne voit pas ça. Alors Denis Jacob, vous vouliez réagir au témoignage que l'on vient d'entendre de nos confrères d'RTL, le passager de la voiture qui s'est exprimé. Oui, déjà rappeler que dans le cadre de ces refus d'obtempérer, on n'a pas affaire à des conducteurs lambda. Dans la grande majorité des cas, on a affaire à des voyous qui sont défavorablement connus des services de police. Là, en l'occurrence, il faisait l'objet d'une liberté surveillée, l'individu qui conduisait. Mais mes collègues ont fait leur travail. La preuve, le témoin lui-même le dit, on tire pas pour le plaisir de tirer. Et preuve en est, c'est que quand ils ont vu que la passagère était blessée, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller prodiguer des massages cardiaques. Donc il faut arrêter de croire que les policiers useraient et abuseraient de leur arme de service par pur plaisir de vouloir tuer quelqu'un. Et je n'admets pas aujourd'hui que depuis plusieurs jours, on entende partout que la police tuerait. Ce n'est pas vrai. Denis Jacob, c'est votre avis également ? Oui, tout à fait. Sandra Buisson a tout à fait raison, mais elle connaît très bien le sujet. Je voulais juste compléter effectivement ce que Sandra disait. Oui, bien évidemment que quand les policiers font usage de leurs armes, ils n'ont pas connaissance de qui est l'individu à bord. Ce que je voulais dire dans mon propos, c'est que ceux qui commettent des refus d'obtempérer sont très majoritairement des gens qui sont déjà connus des services de police et qui veulent donc se soustraire à un contrôle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on a ce genre d'incident parce qu'ils essayent, alors soit de se sauver, soit carrément de renverser un policier pour le blesser, voire pour le tuer. Et donc, il faut mettre un terme à cela. Et je ne dis pas qu'il faut tirer tous les 4 matins, mais en tous les cas, quand la sécurité de mes collègues ou celle d'autrui est gravement et immédiatement mise en danger, la règle de la légitime défense s'impose et donc ils font usage de leur arme de service. Donc il n'y a pas de polémique à avoir sur ce sujet. Yves Durand, il y a 20 000 refus d'obtempérer chaque année, c'est un refus toutes les 20 minutes. Oui, c'est inacceptable, mais ce qui vient d'être dit est très juste. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit par le leader syndical de la CFDT. Et je remarque d'ailleurs la grande responsabilité de son propos par rapport à d'autres. Mais le refus d'obtempérer, c'est en soi déjà un délit. Donc, il doit être sanctionné. Bien entendu, d'une manière appropriée, c'est-à-dire que, comme ça a été dit, pas systématiquement en tirant dans les jambes, mais à partir du moment où il y a refus d'obtempérer et surtout où il y a mise en danger de la vie soit d'autrui, soit des policiers eux-mêmes, il est évident que là, il doit y avoir une réponse policière. Moi, je me félicite du caractère républicain de la police. Et je suis défavorable et même choqué par un certain nombre de propos qui, avant même que l'enquête n'ait déterminé les faits, hein, d'abord au moment de la garde à vue, puis ensuite l'enquête va se poursuivre, accusent la police. Vous parlez des propos de Jean-Luc Mélenchon, la police tue. Entre autres. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, je le dis franchement, on y reviendra peut-être, c'est inacceptable. On y reviendra absolument. Je vous propose de faire une courte pause, le temps du rappel de l'actualité. Je vous donnerai la parole, bien évidemment, William Tay, juste après. Denis Jacob, j'ai une dernière question pour vous. Qui a encore peur de la police aujourd'hui? Parmi les délinquants, bien évidemment. Je vous propose d'écouter, et vous allez réagir à cela, un témoignage, celui de Franck. Il a 20 ans de carrière derrière lui dans la police. Il a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Il nous raconte sa réalité du terrain, les difficultés pour intervenir aujourd'hui. Son témoignage a été recueilli par Michael Dos Santos. Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain. On a très peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je mets au défi n'importe quelle personne à pouvoir viser. Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs. Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu, pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure. Parce que derrière, nous avons des familles, des enfants. Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences. L'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain. Et savoir ce que la justice, l'enquête va faire.
Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain. Plus personne n'a peur de nous, quoi. Donc on préfère foncer sur un policier, car les délinquants savent pertinemment que les policiers ont beaucoup de difficultés à sortir leurs armes par peur des conséquences. Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer. Et il nous reste à peu près 1 minute 30, Denis Jacob, et je voulais vous donner le mot de la fin là-dessus, avec cette phrase inquiétante qu'on vient d'entendre. Plus personne n'a peur de nous, c'est ce que dit Franck, ce policier. Il dit les policiers ont beaucoup de difficultés à sortir leurs armes par peur des conséquences. Et finalement, les délinquants, ils savent bien ça. Complètement. Enfin, vous savez, avant d'être syndicaliste, je suis policier et j'étais moi-même confronté à ce type de situation, de sortir mon arme de service face à des individus qui correspondaient à un signalement. Je n'ai pas utilisé mon arme de service à l'époque parce qu'il n'y avait pas de danger immédiat et fort heureusement, c'était pas les bonnes personnes recherchées. Donc, vous voyez, quand on utilise son arme de service, on a 1/10 de seconde de réflexion pour savoir si on va utiliser ou pas notre arme de service. Donc, on n'est que des êtres humains. Alors oui, on est professionnel, on est formé, mais sur chaque intervention est différente et le temps de réaction est infini-décimal pour savoir si on va prendre notre arme de service ou pas. Alors oui, on n'a plus peur des policiers. Pourquoi? Tout d'abord parce que il y a des paroles publiques qui fait qu'aujourd'hui on remet en cause la légitimité des actions des policiers. Donc quand des élus, des personnalités publiques remettent en cause le bien fondé de notre action, vous comprenez bien que le citoyen lambda va considérer que puisqu'il y a des élus qui le disent, eux peuvent en faire autant et ne pas donc respecter l'action de la police. Et puis il y a un autre sujet, ça concerne pas d'ailleurs que les policiers, c'est les peines qui sont prises, la réponse pénale qui est prise par la justice et qui, je pense, n'est pas suffisamment forte aujourd'hui pour dissuader, c'est-à-dire un principe de peine systématique. Alors moi, je suis pas favorable aux peines planchées. Je considère que le code pénal est suffisamment riche pour condamner, pour sanctionner, mais encore faut-il qu'on les applique. Et très régulièrement, les délinquants que nous rencontrons quotidiennement sur le terrain, se voient condamnés à des travaux d'intérêt général, à des peines de sursis, à des rappels à la loi, et que quand ces gens-là cumulent ce genre de sanctions qui ne sont pas des sanctions fermes, ils se disent après tout continuons puisque de toute façon rien ne se passe derrière quand on commet un délit. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la peur du gendarme que certains d'entre nous, parce qu'on est d'une certaine génération, on a connu quand on était gamin, cette peur du gendarme n'existe plus. Merci Denis Jacob, merci Sandra Buisson également pour vos précisions sur ce plateau. On va marquer une courte pause sur CNews, on revient dans un instant avec un nouveau journal à 16h, puis on continuera nos débats bien sûr avec Yves Durand, Sébastien Ligné et William Tay. Cet autre refus d'obtempérer cette nuit à Argenteuil dans le Val d'Oise. Un homme a été blessé par un policier. Nous sommes avec Marie Aubazac du service police-justice de CNews. Marie, expliquez-nous que s'est-il passé exactement ? Alors, les faits ont eu lieu peu avant 4 heures du matin à Argenteuil. Une patrouille de police a remarqué un véhicule qui roulait à vive allure, qui faisait des embardées sur la route. Et cette patrouille, elle va donc décider de contrôler le conducteur du véhicule. Selon le rapport d'intervention, l'individu va refuser et accélérer. Les policiers le suivent dans plusieurs rues de la ville. Le suspect prend une rue à contresens, fait des embardées, manque de perdre le contrôle de son véhicule à plusieurs reprises avant de s'arrêter. Boulevard Héloïse, les policiers vont alors descendre de leur véhicule. L'un d'eux vient au niveau de la porte du conducteur. Il sort son arme de service et il demande au conducteur de couper le moteur. Le suspect refuse et accélère en direction d'une policière qui se trouve en face de la voiture. Sur sa trajectoire, il va percuter cette fonctionnaire de police au niveau du genou et continuer à avancer. Face à lui, il y a 2 véhicules de police en travers de la route avec des policiers qui sont en train de descendre. Et c'est là que le premier policier qui est intervenu, celui qui s'était approché de la vitre du conducteur, va faire usage de son arme et va tirer en direction du conducteur. Il l'atteint dans le dos au niveau de l'omoplate. Le véhicule ensuite va percuter une des 2 voitures de police. Alors le conducteur est âgé de 21 ans. Il était alcoolisé au moment des faits. Il conduisait sans permis de conduire et son pronostic vital n'est pas engagé. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour savoir dans quelles conditions ce policier avait fait usage de son arme, s'il avait bien fait un usage strictement nécessaire et proportionné de cette arme. Et puis en parallèle, une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte et cette fois, elle concerne le conducteur du véhicule.
De retour dans nos débats de 90 minutes info, toujours avec Yves Durand, William Tay, Sébastien Ligné et Denis Jacob, qui est toujours avec nous, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, puisqu'on va continuer à parler de ces 3 policiers qui avaient été placés en garde à vue pendant 48 heures, qui ont été libérés cet après-midi, qui ne sont pas poursuivis dans cette affaire de refus d'obtempérer samedi d'un véhicule à Paris. Il y a une femme qui a été tuée, c'était la passagère du véhicule. Je voudrais revenir surtout, et on avait commencé à en parler en première partie d'émission, Denis Jacob, sur ces propos qui ont fait polémique, ces propos politiques de Jean-Luc Mélenchon. Encore un abus de pouvoir inacceptable, disait-il. La police tue. Des propos qui ont suscité l'indignation d'une grande partie de la classe politique, tout d'abord, et notamment Marine Le Pen. Lui, Jean-Luc Mélenchon, était encore interviewé ce matin. Il persiste et signe. Je vous propose de les écouter. Jean-Luc Mélenchon est toujours du côté des voyous, il est toujours du côté des criminels. Il n'est jamais du côté des forces de l'ordre, qui pourtant essayent tant bien que mal, dans une situation d'ensauvagement de la société, d'assurer la protection des Français. Nous en sommes à 4 morts en 4 mois pour des refus d'obtempérer. Là, dans ce cas précis, je le redis, je ne suis pas d'accord. Nous avons eu 4 morts en 4 mois. Nous avons eu un dispositif policier honteux au Stade de France qui nous a fait de nous la risée du monde. Denis Jacob, Jean-Luc Mélenchon n'a clairement pas l'air de faire son mea culpa, ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Excusez-moi, je vais faire une petite boutade, mais là, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenche-tout. C'est-à-dire que il confond le Stade de France, les moyens de sécurité avec le maintien de l'ordre qui ont été mis en place, l'histoire des refus d'obtempérer, et il démontre en fait qu'il ne connaît absolument pas, et c'est grave pour quelqu'un qui prétend vouloir être Premier ministre, c'est grave de voir quelqu'un qui ne connaît ni le fonctionnement de la justice, qui ne connaît ni les lois, ni les textes, et encore moins comment travaille la police nationale. Et voilà ce qu'on a comme propos. Et le souci, c'est que il alimente régulièrement cette haine anti-flic, et contrairement à ce qu'il dit, la République c'est pas lui, mais la République c'est nous, les policiers. Et nous sommes là pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans le respect des règles. Et comprenez bien que mon propos n'est absolument pas populiste, puisque je suis une des rares des organisations syndicales à dire que quand un policier commet une faute avérée, il doit être sanctionné. Et la police nationale est l'institution française la plus contrôlée et la plus sanctionnée dans notre pays. Donc là, il ne fait qu'envenimer, qu'entretenir cette haine de la part d'un certain nombre de personnes. Et en fait, je me rends compte que Monsieur Mélenchon, lui, défend les voyous. Et étrangement, dans ses équipes, dans ses entourages, il s'émeut pas beaucoup de ceux qui agressent sexuellement ou de ceux qui sont filmés en train de sniffer une poudre blanche qu'il justifie comme étant du Doliprane écrasé. Donc, qui commence déjà par balayer devant sa porte, comme on dit, puis après, il pourra venir faire des leçons de morale aux autres. Je vais remercier Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT, d'avoir participé à ce débat aujourd'hui dans 90 minutes info.